je remercie la municipalité et le maire de cet accueil dans la ville de Breil, et puis particulièrement le maire adjoint Michel Masseglia qui est présent parmi eux. L'enjeu des migrations des êtres humains qui a commencé depuis la nuit des temps va-t-il être un objet de coopération, de réflexion, pour trouver et mettre au point des solutions pour rendre meilleur le monde et plus belle la vie des terriens? Ou bien l'enjeu des migrations va-t-il être un sujet de dispute, de peur, de division et de guerre? Les organisateurs m'ont confié l'animation de cette table ronde. Alors selon les cas, avec les personnes qui sont autour de moi, je vais être soit modérateur, soit éventuellement provocateur. C'est mon rôle. Après cette première étape de la marche dont nous parlera François Queignot en fin de débat, mais on peut d'ores et déjà dire que c'est numéro un, une très très belle journée, un très beau lancement. Moi qui ai connu d'autres marches dans ma vie militante, c'est vraiment un très beau lancement médiatique. Voilà. Et on peut se dire qu'après 60 jours de marche, ça va aller crescendo. Donc le thème de notre rencontre, c'est l'accueil des migrants comme enjeu de civilisation. Je me présente, je suis Jacques Perreux, le président de l'association Les Amis de la Roya qui s'est créée à l'automne dernier à Paris et qui va organiser cet été un festival dans toute la vallée, à Breil, à Saorge, à Tende et à la Brigue, et à Fontan aussi, le festival des passeurs d'humanité. Un festival pour faire, évidemment, un festival, donc c'est festif, philosophique, culturel, politique, pour faire réfléchir sur cette idée toute simple, c'est que l'humanité ne s'est jamais construite autrement que dans la rencontre, le passage, le partage, et qu'à chaque fois qu'on a oublié cela, ça s'est très mal terminé, ça s'est terminé par la division et la guerre et la barbarie. Donc, j'ai autour de moi, comme vous le voyez, une petite dizaine d'invités. Alors, on est dans la vallée de la Roya. Pour ceux qui y viennent pour la première fois, on est dans un territoire de montagne. On est dans un territoire où, vous l'avez vu, où on traverse l'Italie pour aller en France, la France pour aller en Italie. Un de nos intervenants est bloqué par le tunnel qui vous a bloqué tous ce matin, Hubert Jourdan, donc on va... Ouais. Un autre qui organise un grand concert demain, Cédric Héroux, est bloqué parce que pour des questions totalement techniques, il est vraiment désolé de nous faire faux bond, mais il faut réussir et ils sont peu à pouvoir, du point de vue technique, organiser la réussite de ce concert qui a lieu de l'autre côté du lac. Alors, j'avais prévu de donner la parole à ceux qui aident dans la vallée. Donc il y a Claudine Avran qui est ici, il y aura Hubert tout à l'heure, il y aura peut-être Marion qui aide Cédric du point de vue de l'accueil à la ferme, et puis il y a Michel Rousseau qui nous a rejoint et qui est de Briançon. Voilà. Alors, j'ai envie de demander à Claudine et à Michel de nous dire la chose suivante. Ils sont d'abord quelques-uns parmi des milliers. Ils sont souvent les plus connus, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers en France, et heureusement, qui consacrent une partie de leur temps, autant qu'ils le peuvent, avec leur vie familiale, leur vie professionnelle, pour être bienveillants et organiser l'accueil de ces gens. Heureusement qu'il y a ça en France. Ça fait partie de notre terreau qui fait que ça résiste et qu'on ne se laisse pas embarquer par les populismes ou les extrémismes. Et donc j'ai envie de leur demander à tous les deux ce que dans leur expérience, ils tirent comme idée principale. Et qu'est-ce qui les aide à continuer malgré les risques, parfois, les risques judiciaires, professionnels aussi des fois,
Et puis malgré aussi, parfois c'est pas très bien vu dans la vallée comme ailleurs. Alors, Claudine, avant d'abord, mais je vais te dire quelques mots sur qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Claudine est paysanne, à la retraite, oui, jusque-là j'ai bien, migrante elle-même dans les années 70, son compagnon migrant aussi, ils se sont rencontrés. Fils et petit-fils de migrants, voilà, aussi. D'accord. Et migrants qui, cette vallée, comme toutes les vallées, est un lieu de passage, on peut passer seulement et continuer son chemin. C'est le cas de beaucoup de gens. Et puis il y a aussi ceux qui passent et qui restent. Et Claudine et son mari sont restés. Ils sont restés et ont apporté quelque chose à la vallée, notamment dans les années 70, ils ont apporté quelque chose qui n'existait pas ici, l'agriculture biologique. Et au début, je suppose que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, devant le stand de Camille et Baptiste, on fait la queue au marché de Tende ou au marché de la Brique. Donc voilà, à toi Claudine. Oui, effectivement, nous sommes arrivés donc, dans les années 70. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vrai qu'on est quelque part aussi des migrants, mais des migrants qui se sont installés. Je voulais parler de ça un peu à la fin de mon intervention là, mais je vais peut-être commencer par ça, puisque on me tend la perche un peu. L'accueil des gens qui passent ici, c'est un accueil souvent de gens qui ne veulent pas rester. Et un des problèmes et un des espoirs que nous avons, c'est de faire comme ça s'est passé pour nous, c'est-à-dire d'arriver à donner l'envie d'abord, la possibilité, le désir et la possibilité à certains de ceux qui passent de rester. Et ça, c'est un peu le deuxième volet de l'accueil. C'est parce qu'on a fait... il y a quelques personnes ici, effectivement, qui sont déjà dans cette situation-là, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart passent. Donc l'accueil que nous avons fait depuis maintenant 2 ans, c'est accueillir des gens qui arrivent. Je pense que pour les gens qui sont dans la salle et qui sont là, qui habitent dans la vallée, ils savent très bien ce qui se passait, parce que ça a changé. Et tous ces gens qui sont venus taper à nos portes ou qu'on a rencontrés sur les routes, on a commencé à les accueillir un peu spontanément, un peu sans trop réfléchir. Et puis de plus en plus, il en est arrivé de plus en plus en grand nombre. Et là, les problèmes ont commencé un peu à se poser dans la mesure où il a fallu un peu s'organiser. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais c'est quand même important parce que maintenant on est dans une situation qui est différente. Mais à l'époque, ça nous a amené à, par exemple, ouvrir un lieu qui s'appelle toujours, mais on l'a plus, les Lucioles. Quand on a été débordé, on s'est dit, voilà, il faut on peut plus, nos maisons sont trop petites, on n'a pas le temps, et puis c'était à certains moments des dizaines, voire des centaines. Je pense que c'est un peu ce qui se passe maintenant dans d'autres régions. Maintenant, c'est moins comme ça ici. Et on s'est organisé, on a ouvert un lieu et on est resté 2 jours. On s'est fait très vite expulser, manu militari. Et à partir de là, on le savait déjà, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à attendre du gouvernement et des pouvoirs publics. C'est-à-dire que... Et ça se termine maintenant, ça continue maintenant avec le fait que les aidants sont poursuivis. Ça a commencé à ce moment-là et on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Donc, on en est un peu maintenant à se trouver des solutions tout seul. Bon, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Ensuite, ce qui se passe actuellement, c'est que depuis cet hiver, enfin depuis l'automne, il y a beaucoup moins d'arrivées. Je pense que vous êtes tous, même ceux qui sont de passage ici, se sont rendus compte à quel point la vallée est devenue une vallée militarisée, avec des contrôles partout, des voitures de police sans arrêt sur la route, un checkpoint pour sortir. Je ne vais pas vous raconter encore l'histoire de la géographie parce que vous l'avez compris, on est en France sans lettres, ici,
Et ce qu'ils ont réussi à faire, hein, c'est à boucler pratiquement complètement cette vallée, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'arrivées. Ceci dit, ça a l'air, depuis ce début de printemps, de changer un petit peu. Il commence à revenir un peu à ce qui est des arrivées. Donc on se prépare peut-être à une nouvelle situation, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver à nouveau avec à organiser quelque chose s'il y a trop de monde qui arrive chez nous. Et on est en train de se poser ces questions-là. Alors j'en profite pour dire à ceux qui habitent par là, à rappeler que le fait d'aider dans le sens d'accueillir, de nourrir, de s'occuper, de soigner une personne qui se présente chez vous n'est pas un délit. Je pense qu'on a toujours besoin de le répéter, cette chose-là. Ça veut dire que nous, on est ouverts, on a besoin maintenant de gens qui se réinvestissent et qui rouvrent leurs portes, et peut-être qu'on va en avoir besoin dans les temps qui viennent. Donc merci Claudine. Donc il y a Hubert Jourdan qui a réussi à passer le tunnel avec succès. C'est une bonne nouvelle. On le laisse respirer un petit peu. Et puis Michel Rousseau, donc Claudine disait que depuis le mois de juillet, depuis qu'il y a eu cette grosse opération policière pour mettre un terme au passage dans la vallée des migrants, ces migrants, ils montent plus haut, ils passent par chez vous, et puis on connaît les derniers rebondissements dont tu vas nous parler avec l'arrestation des 3 jeunes dont tu as parlé ce matin au départ de la marche à Vintimille. Et donc Michel est le responsable de l'association Tous Migrants. Un des responsables. Oui, donc dans le Briançonnais, depuis le début de l'hiver dernier, les passages qui ont toujours existé dans cette région depuis la nuit des temps, il paraît qu'Hannibal est passé par là aussi. Donc là, les passages sont devenus rapidement quotidiens. Et donc on a imaginé toute une série un petit peu comme dans la Roya, et d'ailleurs en regardant aussi ce qui se passait ici, puis en se rencontrant, pour pouvoir justement profiter de l'expérience d'ici, qui nous a beaucoup aidé. Donc progressivement on est passé d'un accueil familial à des variantes dans l'accueil familial, entre l'accueil de plus longue durée puis l'accueil d'urgence, à la nécessité rapidement d'ouvrir des lieux vraiment destinés à un premier accueil, y compris avec un lien avec l'hôpital, puisqu'on a la chance d'avoir le Briançonnais est quand même beaucoup plus peuplé que la vallée de la Roya, et donc on a des équipements qui étaient vraiment nécessaires par rapport à l'état dans lequel arrivaient beaucoup d'exilés. Et puis on a obtenu, c'est une différence par rapport à ici, on a obtenu la complicité d'abord de la mairie de Briançon, ensuite de la communauté de communes du Briançonnais. Et évidemment, c'est une très grande différence quand on voit ailleurs les difficultés rencontrées par les autres collectifs, y compris dans les Hautes-Alpes. Parce que très vite aussi, il a fallu qu'on compte sur les autres collectifs situés en aval, à Embrun et surtout à Gap, pour pouvoir prendre le relais des mineurs, puisque plus de la moitié de la population qu'on recevait l'hiver dernier, et surtout au printemps et pendant l'été, c'était des mineurs, principalement originaires de l'Afrique de l'Ouest. Donc, de ce point de vue-là, ce n'était pas tout à fait forcément un déplacement de la population qui ne passait plus dans la Roya. On avait l'impression d'une population un peu plus spécifique. D'ailleurs, les témoignages nous indiquaient que l'information, ils l'obtenaient dès qu'ils mettaient le pied en Italie. Donc, ça circulait principalement parmi la communauté, je ne sais pas si ce terme a vraiment de sens, en tout cas principalement des jeunes Guinéens et puis ivoiriens. Donc au total, et ce sont des chiffres solides, on a accueilli en 2017 3000 personnes qui passaient en moyenne entre 1 et 3 jours.
Et puis on a peut-être une centaine de personnes qui sont plus durablement présentes sur le Briançonnais. Depuis cet hiver, alors la militarisation de la frontière que vous connaissez bien, elle est intervenue chez nous au printemps et elle s'est accentuée très fortement pendant l'été. À tel point que pendant une semaine, pendant l'été, alors qu'il passait entre 30 et 50 personnes par jour, pendant 8 jours, en mois d'août, il est passé 0 personne. Hein, on avait l'armée qui montrait il faisait sa démonstration, je ne sais pas s'il y avait le salon du Bourget juste après, mais bon bref, il faisait la démonstration que s'il voulait, personne ne passait. Ce que nous, on sait très bien, en tant que montagnards, on sait très bien que voilà, c'est encore plus facile l'hiver. C'est aussi la raison pour laquelle on fait depuis notamment à Tous Migrants, parce que voilà, on s'est réparti un peu le boulot. Tous Migrants, on n'est pas dans l'accueil, on est dans la sensibilisation auprès de la population et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. L'idée, c'était ça aussi, on a été très encouragés à garder cette organisation, donc très encouragés par vous ici, pour garder justement une capacité de ne pas être que dans l'urgence, parce que l'urgence, c'est sans fin. Hein, voilà. Alors on en est quand même beaucoup dans l'urgence, parce que quand on tourne notre casquette, on est un coup hébergeant en familial, un coup hébergeant au refuge solidaire, c'est le lieu d'accueil d'urgence, un coup dans les maraudes, un coup à Tous Migrants, enfin voilà. Donc on est quand même multicasquette. Hein, et donc quelle idée principale tu tires de toute cette expérience? Oula, tu veux que j'aille plus vite? Bah oui, sinon c'est vrai que ça peut durer très longtemps. C'est dire les choses. Pardon? Oui, voilà. Aujourd'hui, la situation est hyper tendue parce qu'en plus de l'armée, enfin de la militarisation, on a la présence des fachos qui paradent et dont contrairement au discours officiel, nous on a des témoignages qui démontrent qu'il y a vraiment une collusion entre eux et la police et que donc en plus de la chasse à l'homme de la police, on a droit de certains policiers, on a la chasse à l'homme de ces abrutis. Et qui tendent des pièges aux migrants pour les apporter à la police. Donc c'est vraiment lamentable. Et en plus, donc, on a eu donc la pénalisation et l'incarcération de 3 bénévoles, 2 Italiens, une Italienne et 2 Suisses, à l'occasion d'une manifestation de solidarité dimanche dernier, pas celui-là mais celui d'avant, qui s'était réalisé de manière complètement spontanée et en partie surréaliste, donc le lendemain de l'arrivée de ces bandes fachos. Voilà. Je dis surréaliste parce que cette manifestation a franchi la frontière alors que les gens, donc a réalisé 17 km, alors que les gens, personne n'avait d'eau. Donc c'est peut-être pas du tout un truc prémédité. À mon avis, c'est un piège qui a été bien fabriqué et qui a permis de créer ce que maintenant on appelle non seulement le délit de solidarité, mais en plus le délit de solidarité en bande organisée. Voilà, c'est nouveau. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi se battre pour libérer. Et là, il y a pas mal d'initiatives cette semaine qui seront prises. Une conférence de presse le 2, une manifestation le 3 à Gap, parce que c'est là que se tiendra l'audience du juge des libertés pour statuer sur la demande de libération. Voilà. Et puis, il y aura encore une action symbolique, le 4, à l'initiative d'Emmaüs, qu'on soutiendra. Voilà. Merci, Michel. Et puis bon, je le dis aussi pour Hubert, tout à l'heure, quand on donnera la parole à nos invités, vous pourrez aussi rebondir dans ce débat et préciser un peu plus qu'est-ce qui vous aide à tenir en fait. Avant de passer la parole à Hubert, vous avez tous remarqué que sur votre gauche et sur ma droite, il y a un monsieur qui tient un pinceau, qui dessine, c'est Edmond Baudouin, qui est auteur de bande dessinée. Je sais pas, sa modestie va en souffrir, mais c'est un auteur à succès, pour ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup à la bande dessinée. 80 livres, 80 albums à son actif, et il continue. De nombreux prix, de nombreux très grands prix de bande dessinée. Ben si, bon. Et puis donc, il a pris à Edmond cet été. D'accord.
Alors, c'est le tour de Hubert qui a repris ses esprits, ça va, le tunnel est passé. Donc Hubert est le coordinateur de Habitat et Citoyenneté. Hubert, donc, cette association, je dis quelques mots qui t'éviteront de les dire peut-être, l'association accueille dans un lieu, et j'ai bien noté, vu que vous teniez beaucoup au fait que c'est un lieu communautaire, de vie communautaire, autonome et autogéré. Et en 2 ans, je crois, vous avez accueilli 2900 hôtes. Bon, 1 an et demi. Et donc, la même question, Hubert, que bon, tu peux à la fois nous faire partager la singularité de cette initiative, le pourquoi de cette façon de faire avec vos hôtes, et puis aussi, qu'est-ce qui vous aide dans cette expérience à tenir bon malgré des fois le climat qui n'est pas vraiment favorable, surtout dans les Alpes-Maritimes, qui est quand même un des départements en France qui a voté en conseil départemental quasiment à l'unanimité le fait de ne pas mettre de centre d'accueil dans ce département. Oui, bonsoir tout le monde. Habitat et Citoyenneté a aussi une autre casquette qui est, on a un bureau à Nice, et on reçoit énormément de monde. Et là, c'est principalement les déboutés. Et c'est aussi un problème, c'est que les nouvelles lois pour tous les gens qui ont été déboutés du droit d'asile, maintenant les recours sont devenus de plus en plus difficiles et ça met des familles dans des situations absolument impossibles. Dehors, vivant en squat avec les enfants à l'école et du travail au noir, alors qu'ils vivent en France depuis longtemps. Enfin voilà. Oui, l'expérience dont je voulais vous parler, c'est l'expérience qui s'est faite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire toute la littérature. C'est un lieu de vie qui s'est créé sans vraiment de règles, mais au départ, parce qu'il n'y a pas eu de départ véritablement, mais petit à petit, les gens sont venus, ont été accueillis, sont restés. Pardon. C'est un lieu qui est ouvert, qui est très ouvert dans la nature, au bord d'une rivière. Vous donnez une idée des dates de séjour. Donc c'est à peu près entre 15 et 20 personnes par jour. Mais il y a un turnover très important, très important. Ce matin, on a mis 5 personnes dans le train pour aller, et ils étaient arrivés il y a 4-5 jours. Donc 3 jours restent à peu près 20 personnes, 7 jours c'est 60, et plus d'une semaine il y a 20%. Et quelques mois, quelquefois quelques années. Les personnes peuvent rester le temps qu'ils veulent, essayer de se réapproprier ce temps qu'on leur a piqué pendant tout le voyage, enfin, temps de se reposer, de manger, de dormir, reprendre des forces, et surtout, où est-ce que je vais maintenant? Puisqu'à partir de là, à partir de ces endroits, à partir de Nice, alors qu'avant c'était un peu des fuyards, à partir de Nice, ils sont quand même en sécurité pour aller un peu partout en Europe. Il faut quand même le savoir. Malgré tout, si on ne va pas s'installer dans des endroits, il y a des endroits, on oriente beaucoup les gens. Enfin voilà. Donc les gens passent le temps qu'ils veulent. Et se crée une intimité, une relation entre les uns et les autres, qui fait qu'il y a les anciens, ceux qui sont là depuis 8 jours, 15 jours. En ce moment, on a beaucoup de gens qui viennent en vacances, qui reviennent entre les temps de l'OFPRA, et les temps de la CNDA. Ils reviennent passer un mois, aider à faire fonctionner le truc. Et surtout, c'est les meilleurs conseillers pour ceux qui arrivent. Et ensuite, va à Nantes, il y a de la place, va à Tarbes, va à machin. Tiens, j'ai téléphoné à truc, retrouver la famille, prends le temps de... Voilà. C'est toute une... Et ça fonctionne très bien. C'est beaucoup plus des rires, des chants, des rigolades et quelquefois... Quand on raconte les moments difficiles du voyage, il y a une façon de sortir tout ça. Des moments d'intimité très forts,
quand à 1 h du matin, il y en a un qui commence à raconter son voyage. Et en ce moment, c'est terrible. En ce moment, ils ont tous été torturés en Libye. Tous. Tous ceux qui passent. Avec des voyages, on connaît, improbables en Méditerranée. Et bon, mais ce n'est pas forcément le temps de du suivi psychiatrique, parce qu'il faut continuer, malgré tout ça. Et là, ils sont remarquables. Hein. C'est-à-dire que cette expérience est assez passionnante parce qu'on a affaire à des gens extraordinaires. On le sait par le voyage qu'ils ont pu faire déjà. C'est ahurissant. Et d'être toujours aussi vivant. Mais quand je dis vivant, mais vivant beaucoup plus vivant que beaucoup de nous autres, quoi. Quand on parle de misère du monde, mais c'est pas du tout la misère du monde qui arrive ici. C'est des gens qui sont entreprenants, qui en veulent, mais qui sont à fond. Et la misère du monde, ils l'ont fui. Qu'elle vienne de la guerre, de la famine, de problèmes familiaux insolubles, voilà. C'est des gens qui ont une énergie extraordinaire. Donc c'est un caravansérail, c'est une auberge, c'est un caravansérail où les gens viennent, passent, restent le temps qu'ils veulent, le temps qu'il faut, et essaient de repartir donc dans la bonne direction. C'est un des objectifs principaux, c'est qu'effectivement ils ne continuent pas à errer. Ceux qui veulent continuer le voyage et l'aventure, on ne les oblige pas, mais ceux qui veulent s'arrêter, c'est quand même la grande majorité. Bon, on a des contacts un peu partout en Europe et en France, donc en fonction de la situation. Il y a beaucoup de... Vous en avez à peu près 20% qui partent dans les 3 jours, c'est ceux qui ont de la famille quelque part en Europe, quoi. Et qui, si on passe par les voies officielles, ça va mettre 6 mois, alors que ça met 24 heures pour être résolu, hein, si on veut bien. Et oui. Bon, puis les autres, voilà, c'est le temps Mais voilà, c'est juste de l'hospitalité, c'est une aventure. Moi, j'invite les gens, il ne s'agit pas d'en prendre de vin tous les jours avec un turnover pareil, mais c'est vraiment une rencontre passionnante, quoi. C'est passionnant. Moi, c'est un privilège que l'on a de pouvoir les rencontrer et passer des moments avec eux. Franchement, voilà. Bien, merci Hubert. On a compris que... On a compris qu'en racontant ce que tu nous dis, c'est que quand on donne autant, on reçoit aussi autant, et que c'est probablement ça qui vous aide à... Oui. Voilà. Et que c'est ça qui vous aide aussi à continuer, et on se prend à rêver qu'il y ait de tels centres d'accueil avec ces qualités-là un peu partout en France. Alors, je dois vous lire un petit message que nous avons reçu de Valérie Tomasini, qui nous dit la chose suivante: chers amis, chers tous, j'aurais aimé être parmi vous ce soir pour partager cette formidable journée, mais retenu par des impératifs familiaux, je veux cependant exprimer mon soutien à tous ceux qui se battent face à un pouvoir répressif pour un accueil digne et respectueux de ces personnes qui ont déjà beaucoup souffert. Soutien... Heureusement que j'ai une souffleuse. Soutien donc à ceux qui leur viennent en aide scandaleusement traînés devant les tribunaux. C'est donc signé de Valérie Tomasini. Et pour ceux qui ne connaissent pas Valérie Tomasini, c'est la conseillère départementale Front de Gauche de la Vallée qui a été élue aux dernières élections départementales. Alors maintenant, je me tourne vers ma voisine de droite, Marie-Christine. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à ma droite, hein. Je suis désolé. Donc Marie-Christine Vergiat, alors qui d'abord qui est députée européenne du groupe de la gauche unie européenne. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie ce sigle, ça rassemble entre autres le groupe Front de Gauche de France et la gauche alternative, une partie de la gauche alternative en Europe. Marie-Christine était, avant d'être députée européenne, militante des droits de l'homme depuis 30-35 ans.
Elle est autrice de plusieurs rapports sur les migrants en Europe, témoin au tribunal permanent des peuples qui a tenu sa session au mois de janvier, et elle, on va dire, elle prône, elle prêche la nécessité d'une nouvelle narration des questions migratoires pour échapper au discours populiste et nationaliste de l'Union européenne. Donc le thème principal du débat, je l'ai dit, c'est en quoi l'accueil des migrants est un enjeu de civilisation, donc qui va loin devant. Donc Marie-Christine, comme les autres ensuite, va répondre à cette question, mais j'ai envie de te faire partir un peu au quart de tour. Est-ce qu'on est, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit il y a quelques jours pour justifier sa loi, est-ce que nous sommes en état d'être submergés par le flux migratoire ? Il n'a pas dit qu'on était en état d'être submergés. Il a dit que certaines régions de France étaient submergées. Ce qui est quand même le top du top. Faut que je parle dans le micro. Tiens. Non, le micro, peut-être. Je parle jamais dans le micro. C'est mieux là. Donc c'était bien un problème de micro. Donc avant de répondre à la question, mais peut-être que je vais y venir dans le fil d'ailleurs. Moi, ce que je dis toujours et de plus en plus, c'est quand on parle de migrants, de quoi on parle ? C'est quoi les migrants ? Parce qu'on voit bien là, hein ? On voit bien qui on vise. Juste les migrants en situation irrégulière, qui n'ont pas de voie régulière pour venir sur le territoire européen, ces gens qui nous submergent. Or, la réalité migratoire est bien différente. La réalité migratoire, toute la réalité migratoire. Comme je l'ai dit ce matin, il y a 255 millions de migrants internationaux, c'est-à-dire de personnes qui quittent un pays pour aller vivre dans un autre pour une période supérieure à 1 an. Dans ces 255 millions de migrants internationaux représentent 3,5% de la population mondiale. C'était 2,9% en 1990. Et par rapport à l'évolution du monde, et j'ai envie de dire à la globalisation, à la mondialisation, on peut appeler ça comme on veut, finalement, ça n'a pas tellement bougé. Par rapport au mouvement de capitaux, au mouvement même de personnes, à la mobilité. Mais si les personnes sont mobiles, mais pas toutes. En 1950, il y avait 25 millions de personnes qui avaient la possibilité d'être mobiles de façon internationale dans le monde. Aujourd'hui, elles sont 1 milliard. 1 milliard. Donc c'est quoi l'immigration internationale par rapport à ce milliard de personnes mobiles ? Sur ces 255 millions de migrants internationaux, il y a 80 millions d'Asiatiques. C'est finalement faible par rapport à la population du continent asiatique. Mais il y a 60 millions d'Européens, ce qui est beaucoup par rapport aux 500 ou 700 millions selon la façon dont on compte l'Europe. 500 dans l'Union européenne, 700 sur le continent européen, 60 millions sur le continent européen. 50% de ces mobilités, ces migrations internationales, sont intra-européennes. Et à côté de ça, il y a 36 millions de migrants africains. 36 millions par rapport aux 60 millions d'Européens. Et 85% de ces migrations intra-africaines sont des migrations... 85% de ces migrations africaines sont des migrations intra-africaines. De quoi on parle ? On parle d'hommes, de femmes, d'enfants. Et dans la région du Briançonnais, vous êtes particulièrement concernés par les mineurs, d'après ce que j'ai entendu samedi, qui fuient des situations très diverses. L'exemple du Briançonnais est intéressant parce qu'effectivement, ce sont surtout des Ivoiriens et des Guinéens. Ces Ivoiriens, ces Guinéens, si on regarde par rapport à ce qu'on appelle d'habitude les réfugiés, ils ne sont pas concernés. Mais la majorité d'entre eux fuient des violences.
fuient des violences intrafamiliales, fuient des violences que je vais appeler claniques pour faire vite, fuient la violence politique, le combat entre Ouattara et Gbagbo. Beaucoup ont vu, et jamais ils n'auront le statut de réfugiés, ces gens-là. Et ce qu'on dit au niveau international, c'est que la différence entre un réfugié et un migrant international n'a plus de sens. N'a plus de sens. Parce qu'on bascule en fonction du bon vouloir de tel ou tel État. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la situation. Oui, les vrais réfugiés, les vrais demandeurs d'asile doivent voir leurs droits reconnus. Oui, nous nous battons, et merci à tous ceux qui se battent pour que ces hommes, ces femmes puissent demander l'asile comme ils en ont le droit sur le territoire français. Mais les motifs de migration sont de plus en plus flous. Et le problème de ces hommes, de ces femmes que vous voyez arriver dans la vallée, c'est qu'ils n'ont pas le droit de migrer. Ils n'ont pas les voies légales qui leur permettent de venir. S'ils avaient le choix, vous croyez qu'ils traverseraient le désert, puis la Libye, puis la Méditerranée, dans les conditions dans lesquelles ils les traversent? Et je reviens à mes 60 millions de migrants européens et aux 30 millions qui vivent sur d'autres continents, mais qu'on n'appelle jamais des migrants, qu'on appelle des expatriés, partout où ils vont dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le monde? De meilleurs jobs, de meilleurs salaires. Ce n'est pas des migrants économiques, ils cherchent une vie meilleure. Et on ne veut pas que les Africains viennent ici chercher une vie meilleure. Alors oui, c'est un défi civilisationnel. Il faut faire en sorte que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur de peau, aient les mêmes droits, comme le dit à juste titre l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut donner une suite à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit le droit de quitter son pays et d'y revenir. Ben oui, le droit de quitter son pays et d'y revenir, mais si on n'a pas le droit d'aller s'installer ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des privilèges, des gens du Nord notamment, et des gens qui n'ont pas d'autre choix que de passer par des passeurs et des trafiquants, et qu'au fur et à mesure que l'Europe érige des murs, que ce soit des murs physiques ou des murs électroniques, ces gens prennent de plus en plus de risques et on fait le jeu des trafiquants et des passeurs. Alors si l'avenir de l'humanité c'est de faire le jeu des trafiquants et des passeurs, moi je dis non. Et je dis que cette civilisation européenne, tellement fière de sa civilisation, qui a fait tant de dégâts dans les pays qu'elle a été civilisée, qui représente néanmoins un rêve, qui continue de représenter un rêve pour notamment ces jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne, pour une partie d'entre eux aussi. Écoutez leurs témoignages. S'ils viennent en Europe, c'est aussi parce que, notamment quand ils viennent en France, ils viennent rejoindre la patrie des droits de l'homme, notamment les gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Ça fait partie de ça. Pas tous, mais protestez pas avant que j'ai fini. Écoutez-les, ces gens. Moi, je les écoute en permanence partout à travers l'Europe. Et donc, oui, ça attire. Et ils croient qu'ils vont avoir une vie meilleure en Europe. Or, qu'est-ce qu'ils trouvent? Des barrières, des murs, de la prison. C'est ça ce qu'on leur offre, et tout particulièrement en France, et je terminerai là-dessus. On a eu une crise des migrants, paraît-il, en 2015-2016. Moi, je préfère parler de la crise de l'accueil des réfugiés. Ça me paraît plus juste. Et de l'absence de solidarité européenne. Parce que c'est la Grèce et l'Italie qui se sont principalement trouvées confrontées au problème. 1 500 000 personnes qui sont arrivées sur le sol de l'Union européenne. Les 2 tiers ont été accueillis en Allemagne. Les 2 tiers, on peut penser ce qu'on veut de Mme Merkel, ce qu'on veut de ses raisons. Moi, je pense qu'elles ne sont pas aussi économiques qu'on le prétend. Notamment parce que l'Allemagne est depuis plusieurs années le 2e pays d'immigration du monde. Et notamment, ils ont beaucoup de Turcs sur leur territoire, qui est la première communauté. Donc, 1 500 000. Combien la France a accueilli de personnes pendant cette période-là? 150 000. 150 000 sur 3 ans. La France, la patrie des droits de l'homme. La France, terre d'accueil, paraît-il. C'est ce que nous disent nos gouvernements. Pire, M. Macron est venu devant le Parlement européen il y a 10 jours, en appeler à la solidarité intra-européenne. Le gouvernement français qui refoule vers l'Italie, désormais premier pays entrant, en appelle à la solidarité intra-européenne. Quand vous êtes français, vous avez envie de disparaître sous votre banc,
hein, et de plus rien dire. Et je suppose que vous avez tous entendu Philippe Lamberts, le député belge qui n'a pas de nom, qui est le président du groupe économiste, qui l'a remis assez justement à sa place. Merci à lui et à quelques autres, parce que c'était assez hallucinant quand même, quand on travaille sur ces questions, de voir Emmanuel Macron vouloir donner l'exemple du modèle européen sur les questions migratoires, alors qu'on sait ce qui se passe en France, alors qu'on va fermer des places pour les demandeurs d'asile en France, alors que depuis 30 ans, enfin en tout cas depuis que je milite moi sur ces questions, les associations demandent des places de demandeurs d'asile correspondant à la situation et qu'on ne les a pas. On est à 1/3 à peu près de places pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'on adapte le nombre de places au nombre de protections internationales, hein, et non aux places de demandeurs d'asile. Et pour faire une dernière référence au schéma européen, on est des rares pays de l'Union européenne qui ne donnent pas le droit de travailler aux demandeurs d'asile, sans doute pour faciliter leur insertion. Peut-être, Marie-Christine, ça va, on essaye d'être dans les temps. Tu as évoqué la déclaration de Macron. Peut-être qu'on peut te donner 2 minutes de plus pour que tu nous dises de façon synthétique ton opinion sur là où on en est sur le projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale et qui va aller maintenant au Sénat. Alors, je ne suis pas députée nationale, je suis députée européenne. Éric Coquerel devait être là, j'avais prévu, pour la France Insoumise, il a eu un empêchement, j'avais prévu de le questionner là-dessus tout à fait naturellement. Je vous lirai un message tout à l'heure de France Insoumise. Il m'a juste prévenu, mais avant qu'on commence le débat, naturellement, j'avais prévu de le questionner là-dessus, puisqu'il a bataillé à l'Assemblée nationale, mais donc Marie-Christine... je vais dire 2 choses. Vous savez que ce texte a été adopté à l'Assemblée nationale dans les conditions que l'on sait. Je vais dire 2 choses qui me choquent dans ce projet de loi par rapport, y compris au droit européen. La première chose, c'est la rétention des enfants. Il se trouve qu'il y a 10 jours, nous avions une réunion avec les représentants de l'UNICEF. J'ai posé la question à la représentante, la directrice de l'UNICEF, pour lui dire qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt supérieur de l'enfant quand on sait qu'en France, il y a une loi qui est votée qui va renforcer la possibilité de rétention des droits des enfants. Elle a été très claire dans sa réponse. Elle m'a dit « Jamais la rétention n'est une solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». C'est quoi la solution? Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rétention des enfants pour ne pas les séparer de leur mère. Ben oui, ben la solution c'est effectivement de ne pas séparer un enfant de sa mère, si possible de ses parents, mais de sortir la mère du centre de rétention. Ça, c'est conforme à la Convention internationale. Mais jamais l'intérêt supérieur de l'enfant n'est d'être enfermé. Jamais. Première chose. Deuxième chose, le délit de solidarité. Il se trouve que j'ai rencontré cet après-midi une députée de La République En Marche que vous connaissez bien, Madame Valetta Ardisson, et avec qui j'ai quelques mots. Excusez-moi, je ne suis pas toujours très polie dans certains cas. Madame Valetta Ardisson était en train de se vanter des nouvelles dispositions sur le délit de solidarité. Comme j'avais une oreille qui traînait, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec elle. Elle m'a dit « Mais si, ça s'est élargi. » J'ai dit « Non, ça ne s'est pas élargi. Les dispositifs sont encore plus flous qu'avant. » Elle dit « Oui, mais pour les gens qui sont désintéressés, il n'y aura pas de problème. » J'ai dit « C'est quoi les gens désintéressés ?» Elle me dit « Les gens qui font ça sans qu'on le sache. Les gens qui sont pas militants. Et surtout, les gens qui ne parlent pas aux médias. » Quand même. Les médias. Alors son assistante qui était là m'a dit Madame, vous devriez retourner à vos textes. Je lui ai dit, comme Jacques l'a dit, ça fait 35 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai la réputation au Parlement européen d'assez bien connaître mes textes. J'y travaille au quotidien. Donc je lui ai dit qu'elle mentait. Elle n'a pas aimé, mais nous avons arrêté la conversation avant d'en venir aux mains, ça ne se fait pas entre députés. Mais c'est un scandale de dire les choses sur le délit de solidarité, de dire que les militants sont des gens intéressés, c'est quand même le comble de l'ignoble.
Alors je sais que c'est ce que dit la Cour d'appel d'Aix, hein, mais donner la raison à la Cour d'appel d'Aix, ça paraît assez ignoble. Et dans la fin de la conversation, oui, j'ai oublié, elle m'a dit, c'est pour viser des gens comme Cédric Héron. J'ai dit, bon, bah effectivement, tout est dit, nous n'avons plus rien à nous dire. Merci Marie-Christine. Alors maintenant, je me tourne vers Monseigneur Gaillot. Ben oui, Monseigneur Gaillot a été très longtemps évêque d'Évreux. Les plus anciens d'entre nous se rappellent ses prises de position, souvent courageuses dans l'Église, souvent au début contre la dissuasion nucléaire, aux côtés toujours des plus démunis, des sans-papiers. J'ai demandé à Monseigneur si ça se faisait de tutoyer un évêque dans une église comme ça. Il se trouve que, bon, je connais tout le monde ici, ou en tous les cas, la proximité de combat fait que ça m'autorise à tutoyer, et il se trouve que Monseigneur Gaillot, c'est celui que je connais depuis le plus longtemps, parce qu'il se trouve que, quand j'étais jeune, je menais des combats contre l'apartheid, pour la libération de Nelson Mandela, d'ailleurs, dont on aurait pu accuser, de la même façon qu'on accuse ceux qui aident aujourd'hui les migrants, on aurait pu l'accuser d'être en prison pendant 26 ans pour devenir président de la République. Hein? Pourquoi pas, si on est aussi manichéen que ça. Et donc, Monseigneur Gaillot menait le combat à l'époque pour la libération d'un jeune Français qui était d'Évreux et qui s'appelait Pierre-André Albertini et qui était emprisonné dans les geôles de l'apartheid comme coopérant français puisqu'il avait pris position. Comme coopérant français, puisqu'il avait pris position contre l'apartheid, c'était au moment où Nelson Mandela terminait ses années de prison. Et je me souviens à quel point, pour nous, d'avoir un évêque qui nous soutenait, qui participait à ces combats, à quel point ça nous donnait, évidemment, ça nous donnait des ailes, ça nous encourageait très fortement. Alors, Monseigneur Gaillot, et maintenant, ces prises de position qu'il a prises a conduit à ce qu'il soit déchargé de ses responsabilités, ces prises de position étant contraires au magistère de l'Église catholique, nous dit Wikipédia. Donc la même question qu'à tout le monde, Jacques Gaillot, en quoi l'accueil humain, l'accueil concret qui se développe un peu en France et puis partout aussi en Europe, est un enjeu de civilisation. Bien. Je ne voudrais pas vous fatiguer avant le 1er mai, mais j'aimerais que vous gardiez 2 mots par rapport à l'accueil. L'humain d'abord, en toutes circonstances, partout. Un jour, je m'en vais à la prison de Fresnes, à Paris, voir un détenu qui voulait me voir. Et puis le soir, à table, je dis, cet après-midi, j'ai été voir un détenu. Il y en a un qui me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors je dis, je ne pose jamais cette question à un prisonnier. Un autre me dit, est-ce qu'il est catholique? Ah, je dis, je ne sais pas. Je ne pose jamais la question de quelqu'un s'il a une religion. Alors un troisième dit, mais de quoi vous avez parlé? J'ai dit, j'ai écouté cet homme qui avait une souffrance à me partager. Je crois qu'être humain, c'est ça. C'est écouter l'autre, voyez, dans ce qu'il veut nous dire. Ce n'est pas de le mettre dans des catégories, de dire il est comme ceci, il est comme cela. Non. On accueille quelqu'un d'humain. Un jour, je me trouvais à la préfecture de Paris et il y a une femme, une fonctionnaire, j'ai appris plus tard qu'elle était d'origine tunisienne, et elle m'aborde, elle me dit, on vous voit assez souvent dans la préfecture et avec les sans-papiers, il y a des fonctionnaires qui aimeraient bien un jour parler avec vous. Bien. Je lui donne mes coordonnées, elle m'écrit,
Et on se fixe un jour où on va manger ensemble. 7 fonctionnaires de la mairie, de la préfecture de Paris. On se donne rendez-vous à midi devant Notre-Dame, la cathédrale, et ils m'invitent à manger à l'île Saint-Louis. C'est gentil. Ils sont 7, jeunes. Et alors, au repas, chacun se présente rapidement et me dit des choses que vous savez, que je savais, en me disant, vous savez, nous sommes des petits fonctionnaires. Ce n'est pas nous qui décidons. Hein. On a des chefs, eux, qui décident pour les dossiers. Nous, on se contente de faire les dossiers. Puis quelqu'un d'autre me dit, vous savez, on ne peut pas accueillir tout le monde. Hein. On peut pas que tous les dossiers ne peuvent pas être bons. C'est pas possible. Hein. Sinon, ça ferait un appel d'air. Bon. Enfin, ça continue tous les 7. Et puis, c'est à moi de parler. Comme ils m'avaient fait un petit cadeau, je ne pouvais pas être méchant envers eux. Hein. Alors je leur dis, mais il y a quand même une chose dont vous êtes responsable. Et là, ce ne sont pas vos chefs, c'est vous. Et vous êtes responsable de quoi? Vous êtes responsable de celui qui vient vous trouver au guichet. Or, vous êtes tout le temps devant l'ordinateur. Vous dites, tu t'appelles bien Mourad Belkirat, bon, né, temps, oui, ceci, cela, bon. Tu étais venu il y a 3 mois, est-ce qu'il y a cette pièce de dossier qui manque? Vous êtes toujours à l'ordinateur. Vous ne regardez pas celui qui vient. Et vous savez, quand quelqu'un vient au guichet, c'est pour lui un événement important, c'est son avenir. Il y a des années qu'il attend un titre de séjour. Il n'endort pas la nuit, il fume cigarette sur cigarette, il attend encore des heures à la préfecture, et quand il passe au guichet, il est perdu. Il est fatigué, il ne sait plus. Bon. Et donc je leur dis, vous savez, l'accueil, ça serait d'abord de l'appeler par son nom. Vous savez celui que vous appelez. Et vous dites, eh bien, Mourad Belkirat, avec un sourire, dit oui, c'est moi. Et il est content, il vous sourit. Ça, il est en confiance, vous l'avez regardé. Mais habituellement, vous ne les regardez pas. Vous dites, oh, on a du travail, etc. Mais enfin, ça fait partie de votre travail. Vous voyez, l'accueil, l'humain. Voilà. Alors, je crois qu'ils ont retenu la leçon. Ils ont retenu la leçon. Vous savez qu'une année, le pape François avait été à Lesbos, en Grèce, pour les migrants. Et il était revenu avec 3 familles syriennes dans son avion. Je me trouvais dans la ville d'Amiens un soir, et il y a une femme qui prend la parole et qui dit « Je suis en colère contre le pape François. Il a fait une faute. Il a osé ramener des musulmans dans son avion. Uniquement des musulmans. C'est une faute. » Il y a une autre femme polonaise qui prend la parole et qui dit « Le pape est un chef religieux, il aurait pu au moins prendre 2 ou 3 catholiques. » Et c'était comme ça, vous voyez, les autres. Alors je prends la parole, je dis, je trouve que le pape a eu un geste magnifique. Il a ramené 3 familles de migrants. Ce sont des familles comme les vôtres. Ce sont des humains. Avant d'avoir une religion, on est déjà des êtres humains. Le problème, ce n'est pas de savoir s'ils sont musulmans ou catholiques, c'est de savoir que ce sont des migrants en danger que le pape a ramenés. C'est ça qu'il faut saluer. Ça n'a pas trouvé beaucoup d'écho. Voyez. Mais pour dire qu'on est d'abord des citoyens avant d'avoir une religion. On est d'abord des êtres humains et puis après on choisit ou pas une religion. Voyez. C'est important. Il y en a qui n'acceptent pas ça. Voyez. L'humain d'abord. Voyez. L'humain d'abord. Alors on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça. Je pense par exemple à, vous savez, il y a des boutiques, des supérettes tenues par des Marocains, souvent des familles marocaines. C'est bien pratique parce que c'est ouvert le soir jusque très tard. Et un jour, je passe dans cette supérette et c'était Brahim, 17 ans, le fils de la maison.
il était en survêtement blanc. Et je lui dis, mais Brahim, t'es magnifique ce soir, qu'est-ce qui se passe? Ah, il me dit, aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai été reçu à mon examen. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon nom inscrit et à côté, reçu. Je ne ferai jamais de faute d'orthographe au mot reçu. Vraiment. Et il me dit, j'étais tellement content et ému que j'en ai pleuré. Et il me dit, regarde, j'ai encore les yeux rouges. C'est vrai, il avait les yeux un peu rouges. Bien, vous voyez, il a été reconnu dans son humanité. Il a été reçu. Et la seule attitude qui puisse libérer quelqu'un, c'est de reconnaître sa dignité. Amen. Merci Monseigneur. Je pense que, quelles que soient les religions éventuelles que nous pratiquons, nous nous sentons pas éventuelles. Éventuelles. D'accord. Nous nous sentons tous bien ici dans cette église avec vous. J'ai aperçu quelques personnalités qui contribuent à nos batailles. J'ai reconnu Bob Inger, qui est le directeur du journal Le Patriote Côte d'Azur, Mireille Damiano, avocate vaillante pour défendre tous ceux qui sont victimes de tracasseries et de la part de ceux qui enfreignent la loi et les lois. Et puis j'ai vu et le chanteur HK du groupe HK et les Saltimbanques, qui est au fond là, qui nous a mis en forme ce matin pour avec sa chanson On ne lâche rien à Batimi, qui nous a aidé donc à marcher, et puis qui m'a quasiment promis que cet été, il serait des nôtres au festival des Passeurs d'Humanité pendant du 12 au 15 juillet. Et Cécile Dumas, moi je ne connais pas Cécile, mais si tu me le dis, je te crois. Donc Cécile Dumas, qui est la secrétaire départementale du PCF Alpes-Maritimes. Alors, avant de donner la parole à José et de vous donner ensuite la parole, j'ai un message donc de la France Insoumise, puisque Éric Coquerel n'a pas pu être parmi nous comme prévu. Je vous en lis des extraits. La France Insoumise est de tout cœur aux côtés des migrants, aux côtés des associations des citoyennes de la vallée de la Roya du département. Nous n'oublions pas qu'à nos frontières, des êtres humains dans la détresse demandent de l'aide. Nous n'oublions pas que partout en France, des centaines de milliers d'autres se mobilisent pour les soutenir, les accueillir, malgré les entraves que leur dressent les gouvernants. Nous exigeons que stoppe le business européen qui accapare plus d'1 milliard par an pour des politiques inhumaines qui ont provoqué près de 35 000 morts dans la Méditerranée. Nous exigeons que l'État se comporte dignement, respecte les lois et traités internationaux, et c'est de la part donc de France Insoumise. Alors, le dernier invité, avant de vous donner la parole, c'est José Bové. José, paysan, militant du Larzac, comme chacun le sait, fondateur de la Confédération, cofondateur de la Confédération paysanne, militant du bien manger, n'hésitant pas à pratiquer ce qu'on appelle la désobéissance civile, notamment vis-à-vis des OGM. Aujourd'hui, il est député européen. Cet été, José est venu à notre invitation dans la vallée de la Roya et il a pu participer avec de nombreux militants et avec Cédric Héroux à cette fameuse journée où, avec l'accord de la police, nous avons descendu à Nice plus de 200 migrants pour qu'ils fassent leur demande d'asile, et certains d'entre eux ayant choisi de faire leur demande d'asile ailleurs qu'à Nice, allez savoir pourquoi, à Marseille ou ailleurs, où ils avaient des cousins, de la famille, ils se sont fait stopper et Cédric arrêté avec une nouvelle garde à vue. Alors José était, comme tu l'as dit ce matin, à Vatimi, dans le Pays Basque, à l'initiative de l'association Bizi, il y a quelques jours, 2 semaines peut-être.
Et le mot d'ordre de cette initiative, c'était eux c'est nous et nous c'est eux. Est-ce que ça résume ta vision de la chose? Et puis peut-être que comme tu seras le dernier à intervenir, peut-être que tu pourrais amorcer en fin de ton intervention quelques pistes d'alternatives à l'accueil qui est pratiqué actuellement en France. Pas moi. Si, bien sûr que si. François, non, oh là là, on n'a pas fini. Donc José. Oui, bonsoir. D'abord, j'étais très heureux de faire cette marche aujourd'hui avec vous. Malheureusement, c'est vrai que c'est la première étape. Je suis obligé de repartir parce qu'on a aussi des choses à faire au Parlement européen pour continuer le combat. Mais si peut-être à un moment dans les 2 mois de cette marche, il y a encore à nouveau l'opportunité, peut-être que j'aimerais bien en tout cas, et puis peut-être que ça serait bien que aussi des gens de la Roya y marchaient à l'autre bout de la France. Après tout, qu'on ne marche pas simplement là où on habite, mais qu'on marche aussi avec ceux qui marchent dans d'autres régions. Ça peut être aussi des échanges à un moment important. Bon, c'est juste une idée que je lance comme ça, histoire de vous embêter, quoi. Donc effectivement, il y a quelques semaines, j'étais à Hendaye. Hendaye, c'est la frontière entre la France et l'Espagne. Alors ça, on dit ça quand on parle de pays. Vous ne dites pas ça aux Basques. Oui, bon, on dirait, c'est la séparation très théorique entre le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. N'empêche qu'il y a quand même une frontière d'État qui est là. Et depuis plusieurs années, il y avait un centre de rétention qui était fermé. Et là, bien évidemment, ils ont décidé de le réouvrir, de le moderniser pour pouvoir accueillir à nouveau une trentaine de personnes à la fois dans ce centre de rétention. Et l'association BICIC, vous connaissez, j'imagine, parce qu'ils ont mené plein d'actions. C'est eux qui ont fait la première fête Alternativa à Bayonne, et puis ensuite tout ça s'est développé à travers le pays, avait décidé de mener une action par rapport à la réouverture de ce centre de rétention, parce qu'il semblerait qu'il y ait à nouveau de plus en plus de migrants qui essayent de passer par l'Espagne. Et donc la France veut bloquer, là aussi, à la frontière espagnole. Et la réflexion qu'ils avaient, et donc à laquelle ils m'ont fait participer, c'était cette phrase, effectivement, qui semble très simple. Eux, c'est nous, et nous, c'est eux. Pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun dans la même humanité, d'où qu'on vienne et où qu'on aille. Et que l'ensemble de nous tous qui sommes ici, on est tous des migrants à un moment ou à un autre. Personne ne peut dire je suis issu d'une famille qui n'a jamais migré. Depuis le Paléolithique, c'est une réalité du monde. Et c'est le monde qui nous a fait ce qui nous sommes et le fait de ces interconnexions, de cette richesse. Et donc ce slogan était très simple et en même temps d'une force incroyable. Et l'objectif de cette manifestation, donc c'était de bloquer le centre de rétention. Des migrants devaient être ramenés de Bordeaux ce jour-là, mais comme l'annonce de la manifestation a été faite, aucun migrant n'a été transféré, ce qui pour eux était déjà une petite victoire, même si c'est une journée, mais c'était déjà quelque chose d'important. Et ils ont eu ce geste très fort, c'est que dans les jours qui ont précédé, ils ont, à travers le réseau, lancé un appel à la signature d'une charte. Et chaque personne qui était là a signé une charte individuelle dans laquelle elle s'engage à remplacer le migrant dans le centre de rétention, puisque les migrants, être migrant, ce n'est pas un délit. Eh bien, si vous voulez remplir votre centre de rétention, faites-le avec des citoyens solidaires. Et ça a été quelque chose de très important, parce que quand on est arrivé face au cordon de CRS, et il y en avait un paquet, et qu'on a dit, voilà, nous on vient juste pour prendre la place des migrants dans le centre de rétention. Les officiers étaient un peu perdus, ils ne s'attendaient pas à ça.
Et puis, ils ont dit non, mais c'est pas possible de rentrer. Donc, il n'y en a qu'un qui peut rentrer. Donc, j'ai fait le député de service. En tant que député européen, on peut rentrer, évidemment, dans les centres de rétention, dans les lieux de privation de liberté. Et donc, j'ai pu rentrer à l'intérieur du centre de rétention où on m'a fait visiter l'ensemble du centre. J'ai vu, effectivement, des pièces pour les familles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un fantasme, c'est une réalité. Effectivement, ils sont en train de mettre en place des... Et j'ai dit à la directrice, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'était son premier jour et la première fois qu'elle devenait responsable d'un centre de rétention. Et on a eu une discussion très forte avec les gens de la CIMAD, puis avec la direction du centre, et je sens qu'ils étaient mal à l'aise. Quand je leur ai remis cette lettre, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte le boulot qu'on vous fait faire? C'est intenable. J'ai dit, j'espère que le soir, vous arriverez à bien dormir, hein, parce que c'est compliqué ce que vous êtes en train de faire. C'est pas évident, j'aimerais pas être à votre place. Et donc voilà, cette discussion a démarré comme ça. Puis je suis ressorti. En sortant du centre de rétention, en discutant avec les organisateurs, je me suis dit, ce geste de désobéissance à la loi, en disant on prend la place des migrants, et si on le faisait devant tous les centres de rétention? Si tous les centres de rétention en France, des citoyens qui habitent sur place disaient on vient prendre la place des migrants, on vient et on s'inscrit pour prendre la place, et on donne notre nom. On donne notre nom, notre adresse, et on ne se cache pas, et on va le faire. Et ça, je crois que ça serait aussi quelque chose d'important, déjà pour montrer à l'opinion publique que cet engagement avec les migrants, c'est un engagement d'humanité. C'est un engagement pour montrer qu'on fait partie de la même espèce humaine et que quand on en voit un qui est dans le malheur, eh ben spontanément, on va vers lui. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et puis peut-être que ça ne suffira pas, peut-être qu'il faudra qu'on escalade les murs pour rentrer dans les centres de rétention pour demander à rester. Ça peut se faire aussi, ça. C'est des choses qu'on peut très bien organiser. Je vois celui de Menton, c'est pas très difficile de rentrer puisque je l'ai visité aussi. Et qu'il est absolument immonde et dégueulasse avec ses 3 Algeco. Ben pourquoi pas demain organiser, je dis demain, c'est un jour, le fait de dire, eh ben, puisque ces centres de rétention doivent être remplis de monde, eh ben, c'est nous qui allons y aller. Ça va être quoi la poursuite pour des gens qui auront occupé un centre de rétention? Ça va être compliqué à trouver. Hein, parce qu'en général, on veut s'échapper, mais on ne peut pas rentrer dans un lieu de privation de liberté. Ben, là, on fait l'inverse. On rentre dans les lieux de privation de liberté. On pourrait faire ça. Et je dirais que sur l'accueil, puisqu'il paraît que seuls les gens qui se cachent ont le droit d'accueillir, eh ben moi je pense qu'il faut aller loin et aller jusqu'au bout. Dire voilà, dans tel endroit, telle ville, nous on s'organise et on donne notre nom. On n'est pas des anonymes qui accueillons. On le fait à visage découvert et on est fiers de le faire. Et on le fait avec le sourire. Et on dit à la préfecture, voilà, nous on le fait. Peut-être que c'est illégal ce qu'on fait, mais en tout cas, on est au clair avec notre conscience. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Alors, évidemment, toute l'action, ça ne peut pas être ça, parce que tout le travail que vous faites les uns et les autres est absolument extraordinaire, et c'est un travail au quotidien. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on soit capable de sortir dans la lumière, et c'est ce que vous faites avec cette marche. Et c'est pour ça que cette marche est extraordinaire, parce que depuis ce matin, tous les échos qu'on peut avoir, les radios, les télés, la presse qui ont appelé tout le monde, ce ne sont que des commentaires bienveillants dans tous les médias. Que des commentaires bienveillants. C'est incroyable. Là, tout à l'heure, j'étais avec France Info là, à 6h, donc il m'a interviewé, j'ai entendu le petit sujet qu'ils ont fait avant. C'était pour dire que c'était une expérience incroyable qui n'était jamais arrivée et que c'était pour conscientiser les Français sur la réalité du monde et sur la réalité des migrants. Ben, rien que ça, cette journée a déjà marqué un tournant. Je crois que ça, c'est fondamental. Ce que vous êtes
en train de démarrer ici crée quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas qu'on s'arrête avec ça. Parce que c'est comme ça qu'on fera pression, évidemment, sur le pouvoir politique par rapport à des lois qui sont indignes ou qui sont injustes. C'est comme ça qu'au niveau du Parlement européen, on sera en capacité à remettre en cause Dublin, et qu'on pourra, à partir de là, complètement changer et créer un espace d'accueil européen et pas un accueil pays par pays. Je crois que tout ça, ce sont des choses qui démarrent aujourd'hui et que ces quelques pas qui ont été commencés vont marquer. À l'époque, en 1983, personne ne pensait que quelques gamins qui partaient de Marseille allaient poser pour la première fois le débat de ce qui se passait dans les banlieues. La marche des beurs, dans ce qu'elle a été au départ, cette espèce de marche de quelques gamins des Minguettes, a été quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental, et je me rappelle, et je pense que Jacques devait y être aussi, quand tous ces jeunes sont arrivés à Paris, il y avait plus de 100 000 personnes, 200 000 personnes peut-être, qui étaient là et qui marchaient avec eux. Eh bien, ce que vous avez commencé aujourd'hui, c'est comme ce qu'ils ont commencé à Marseille, dans l'indifférence. Sauf que là, déjà, vous avez un écho extraordinaire. Donc moi, j'ai envie de dire ce soir, très simplement, que cette marche soit un succès, que de plus en plus de gens, il va y avoir 2 mois de marche, ça va être un moment de partage formidable, et vous allez transmettre toute votre énergie. Parce que je crois aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de l'énergie, et qu'on ait le sourire. On fait ça avec le sourire. Alors évidemment, on a l'impression que ça se répète. Eh bien, c'est comme Sisyphe, quand il remonte son caillou en haut de la montagne, on le voit toujours de dos, mais en fait, il a le sourire. Eh bien, vous, c'est pareil. Vive le sourire, et comme dit Jacques, toujours avec l'humain.